Bonsoir, bienvenue dans Dossier d'été. Rouler sans polluer, c'est le défi de taille qui nous attend ces prochaines années. Et d'après l'Agence wallonne de l'air et du climat, les transports sont responsables d'un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Les voitures électriques seraient-elles du coup la solution ? Les marques automobiles nous vendent ces nouveautés comme des véhicules plus écologiques. Mais vous allez le voir dans ce reportage, l'électrique n'est peut-être pas aussi vert qu'on pourrait le penser. Si certains conducteurs sont ravis, d'autres unissent déjà leur voix pour dénoncer les mensonges qui entourent la voiture électrique. Alors, cette voiture électrique, pas si écolo que ça ? Réponse tout de suite. La voiture électrique, c'est d'abord pour beaucoup d'entre nous des souvenirs d'enfance. Mais aujourd'hui, cette voiture est devenue adulte, une vraie auto qui carbure sans pétrole, se recharge sur une prise électrique et qui donc ne rejette pas de gaz d'échappement. En théorie, le véhicule idéal. C'est assez jouissif de ne plus avoir à s'arrêter à la station essence. Depuis quelques années, les plus grandes marques misent sérieusement sur ces véhicules, dépensant des milliards d'euros en recherche et développement. Les conducteurs à la fibre écolo ou au porte-monnaie siphonné par une essence toujours plus chère tentent eux aussi le pari de rouler branché. J'ai l'impression d'être un peu dans un jeu vidéo parfois. Pour vendre ces voitures, l'argument écologique revient constamment. Mais qu'en est-il réellement ? Pour le savoir, nous suivrons le recyclage des batteries de ces véhicules, dits propres. Et si vous avez le cœur de la batterie, c'est grâce à ce millefeuille que finalement vous arrivez à produire de l'énergie. Nous irons également dans le nord du Chili, où est extrait le lithium, afin de mesurer le réel impact environnemental et sociétal de ces voitures. Un jour ici, ce sera tout sec. Il n'y aura plus de vie. Face à tous ces éléments, des voix commencent à s'élever contre la voiture électrique. Ces voitures ne sont absolument pas écologiques. On a une consommation perpétuelle d'électricité, même quand la batterie est pleine. Alors la voiture électrique, voiture d'aujourd'hui ou de demain, véhicule accessible à tous ou réservé à une élite, solution à la pollution urbaine ou au contraire facteur aggravant, entre communication bien rodée des industriels C'était pas prévu comme ça. Et réalité environnementale, petit tour sous le capot de la voiture électrique. En France, ils sont de plus en plus nombreux à choisir ce mode de transport. Parmi ces pionniers, il y a Bérangère, habitante de Jouy-en-Josas et mélomane. Je dis que tout musicien devrait avoir une voiture électrique. Bon, vous écoutez de la musique classique dans une voiture thermique. Vous n'entendez pas les violons, vous entendez quand la musique devient piano, voire pianissimo, par exemple pour un piano justement, vous n'entendez plus les notes parce que c'est caché par le bruit du moteur. Quand vous écoutez de la musique classique dans une voiture électrique, vous n'êtes pas dans vos salons ou presque, bon, il y a quand même le bruit du roulement, vous l'entendez, un très léger bruit, mais c'est royal. Un an déjà que Bérangère a sauté le pas de l'électrique. Et plus question aujourd'hui de faire marche arrière. C'est la première fois qu'une voiture me fait cet effet-là, c'est sûr. C'est un petit bijou. Pourtant, les moteurs à essence, Bérangère connaît ça par cœur. Elle travaillait avant dans l'industrie pétrolière. Pour cette quadragénaire reconvertie en écrivain public, la voiture est indispensable. Elle doit tous les jours se rendre au domicile de ses clients et au vu de ses petits trajets urbains, l'autonomie de sa voiture électrique est bien suffisante. T'as beaucoup de trajets aujourd'hui ? Non, pas une très grosse journée, hein. Je pense autour de 40 km. La voiture électrique, c'est celle de Bérangère. Mais Étienne l'utilise également. Et pour lui, c'est une révolution. Vous aviez une grosse voiture avant, dites donc. Oui, j'avais cette voiture, cette Audi S6, qui effectivement fait 230 chevaux. Donc c'est un très gros modèle qui consomme beaucoup, qui est extrêmement plaisant à conduire, mais c'est un petit peu un changement dans ma vie. Je la revends et pour acheter un véhicule thermique qui consomme moins et surtout le premier véhicule de la maison maintenant c'est la voiture électrique. Alors ça c'est mon petit geste de tous les matins.
je déplugue, je ferme et je range le fil. Et ben le plein est fait. Une voiture électrique, ça se recharge sur une simple prise domestique. Problème, il faut près de 10 heures pour faire le plein d'énergie. Pour accélérer le processus, on peut installer une borne de recharge rapide. Là, au bout de seulement 5 heures, la batterie est pleine. Mais ce dispositif a un prix, 1 000 €, pause comprise, à la charge du propriétaire. Étienne, l'amateur de grosses cylindrées, ne regrette pas son ancien véhicule. Et pour cause, sa voiture électrique file comme l'éclair. S'il s'agit d'accélérer un grand coup, ça trace, ça part comme une balle. Non, c'est une vraie voiture qui peut accélérer, qui peut pousser très fort s'il faut, vous voyez, comme ça. Alors évidemment, il ne faut pas en abuser parce que ça consomme pas mal d'énergie, c'est pas conçu pour ça, mais effectivement, s'il faut accélérer d'un coup, c'est assez hallucinant, ça. C'est pas du tout un pot de yaourt comme certaines personnes peuvent le penser. C'est une voiture qui peut arracher, comme on dit. Fin de la récré pour Étienne. Bérengère reprend le volant de sa voiture pour aller voir ses clients. Mais auparavant, petite halte à la station essence. Vous allez faire le plein, hein? Oh bah non, quelle idée. Le plein, je le fais à la maison. Non, je ne vais pas faire le plein, je vais vérifier la pression des pneus. Il n'y a que ça qu'on peut faire ici, avec cette voiture. La fin du plein d'essence. Un rêve pour beaucoup. Pour Bérengère, qui roule plus de 15 000 km par an, l'économie est loin d'être négligeable. Avant, c'était à peu près 130 € par mois d'essence. Maintenant, avec l'électricité, on est plutôt à 35 €. Donc c'est quasiment de 1 à 3, voire plus. Et puis, donc c'est assez jouissif de ne plus avoir à... Il fait du bruit, hein. C'est assez jouissif de ne plus avoir à s'arrêter à la station essence. Une économie à la pompe indéniable, mais un prix conséquent à l'achat. La petite citadine de Bérengère a coûté 24 000 € à la famille, bande comprise. Comparée à une voiture thermique de même catégorie, l'économie pour le consommateur n'est plus aussi évidente. Pas de quoi freiner pour autant l'enthousiasme de nombreux constructeurs automobiles. Beaucoup d'entre eux ont tenté le pari risqué de la voiture électrique. BMW, Citroën, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Tesla ou encore Volkswagen. Alors pourquoi les constructeurs misent-ils sur ces véhicules? Pour le découvrir, direction l'usine de Flins, dans l'ouest de la région parisienne. Le site phare du constructeur français Renault. Ici, 2500 employés et des dizaines de robots assemblent les voitures emblématiques de la marque, les Clio. Mais depuis 2 ans, au milieu des petites citadines thermiques, les ouvriers assemblent également la Zoé, le modèle électrique star du groupe. Sylvain Dauchier est le responsable de l'assemblage d'une des pièces les plus importantes de la Zoé, son moteur. Ça, c'est quoi là? Donc ça, c'est un moteur électrique. C'est quoi la différence avec un moteur thermique? Alors, contrairement à un moteur thermique qui fonctionne avec du carburant, donc de l'essence ou du gasoil, et qui génère le mouvement qui entraîne les roues grâce à une explosion, sur le moteur électrique, on a en entrée l'électricité, et par un phénomène électromagnétique, on génère le mouvement des roues en sortie. Et contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, un moteur électrique, ce n'est pas bien compliqué. Le moteur électrique se comporte comme une dynamo en fait. Les roues entraînent le moteur et on génère de l'énergie, de l'électricité, qu'on remmagasine dans la batterie. Ce que ne fait bien sûr pas un moteur thermique. Une technologie qui en fait n'a rien de révolutionnaire. Remontons un peu dans le temps. Voici peut-être en effet pour la première fois ce que l'on peut appeler véritablement la voiture de demain. Nous sommes en 1971. À cette époque, la voiture électrique devait déjà constituer le futur de l'automobile. Pourtant, son apparition est encore plus ancienne. Cocorico, c'est un ingénieur français, Gustave Trouvé, qui en 1881 présente la première automobile électrique à l'Exposition internationale d'électricité. Le début d'une longue histoire. Ce type de voiture se développe rapidement dans les pays européens et aux États-Unis.
Mais les progrès fulgurants du moteur à explosion et la fabrication en masse et à bas coût de voitures thermiques, merci Monsieur Ford, court-circuitent l'ascension de la voiture électrique. Malgré tout, au fil des décennies, la voiture électrique revient régulièrement sur le devant de la scène. En 1942, avec l'œuf de Paul Arzens, ou en 1978. Face à l'augmentation croissante du prix de l'essence, la voiture électrique va-t-elle devenir rentable rapidement? La crise du Golfe, la hausse des prix de l'essence font s'interroger tous les constructeurs sur d'autres sources d'énergie et l'on reparle de la voiture électrique. Elle est belle, elle ne pollue pas, c'est une traction avant. Elle a deux moteurs électriques et une autonomie de 165 km. Jusqu'ici, les conducteurs n'ont pas mordu à l'hameçon, principalement en raison de la faible autonomie de ces véhicules. Mais les temps changent. Chez la marque aux losanges, le pari de l'électrique, c'est d'abord l'idée d'un homme, Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan. On sait faire aujourd'hui des véhicules électriques et des véhicules zéro émission, et ça marche. Le développement des véhicules électriques, franchement, ça n'est pas une option. Convaincu que l'électrique est le futur de l'automobile, Renault-Nissan a investi plus de 4 milliards d'euros pour développer cette technologie et prendre de vitesse ses concurrents. Un positionnement stratégique pour le groupe. Alors à Flins, les visites d'usine sont strictement encadrées et les entretiens avec les responsables minutieusement orchestrés. Nous sommes avec le directeur de l'usine, Olivier Talabar. Ah bon, parce que vous voulez en plus me filmer pendant que je salue mes équipes, d'accord. Bonjour. C'est non-stop alors? C'était pas prévu comme ça? Ma cadence était à une trentaine de véhicules par jour. Là aujourd'hui elle est à environ 70 et j'ai très probablement l'accord pour monter à 100 à la rentrée. Ça reste à confirmer, mais voilà, on est quand même sur des croissances qui sont non négligeables. Une production qui double chaque année, la performance est belle, mais relative. Car au final, les ventes sont plutôt faibles. En 2013, Renault a écoulé seulement 10 000 Zoé, 20 fois moins que son équivalent thermique, la Clio. Difficile alors de parler d'un franc succès commercial. Pourtant, la majorité des constructeurs continuent de miser sur la voiture électrique. La raison ? Ils n'ont tout simplement pas le choix. Il y a 5 ans, la Commission européenne a fixé aux constructeurs des objectifs de rejet de CO2 drastiques à l'horizon 2020. À cette date, la moyenne des émissions rejetées par les voitures ne pourra dépasser 95 grammes de CO2 par kilomètre. Or aujourd'hui, Renault, le constructeur le plus efficace, atteint 114 grammes de CO2 par kilomètre. D'après Béatrice Fouché, la directrice du programme véhicules électriques de Renault, pour remplir ses obligations, il n'y a qu'une solution. Il va falloir que notre gamme entière, avec l'ensemble des voitures vendues, atteigne 95 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, et ce en 2020 au plus tard. Donc on va être capable d'atteindre cela uniquement si on peut électrifier une partie de notre gamme. Sans l'électrique, il n'est absolument pas certain qu'aucun constructeur sera capable d'atteindre ce seuil, qui est quand même un seuil très très exigeant. Pour parvenir à cet objectif, les constructeurs ont obtenu de l'Union européenne la mise en place du supercrédit. Grâce à ce système, chaque fois qu'une voiture électrique, a priori non polluante, est vendue, le constructeur peut vendre un autre véhicule, lui fortement émetteur de CO2, sans risquer de pénalité. Mon clignotant. Voilà. Il fait pas de bruit, c'est génial. Mon rétroviseur, parfait. Aujourd'hui, les meilleurs VRP de la voiture électrique, ce sont les hommes politiques. Y a-t-il un pays au monde qui aide autant son industrie automobile? À droite comme à gauche, tout le monde soutient depuis longtemps la voiture verte. En 2009, Ségolène Royal, ex-présidente de la région Poitou-Charentes, investit 5 millions d'euros d'argent public dans la voiture électrique Made in France. Vous allez voir dans 1 an, dans 2 ans, toutes les villes voudront s'équiper en voiture électrique. Je suis convaincue, j'en prends aujourd'hui les paris devant vous, que l'entreprise qui prévoit de produire 10 000 véhicules par an, je pense, ne pourra même pas satisfaire au carnet de commandes. Pari perdu, les ventes n'ont jamais décollé.
Pire, malgré le soutien de Ségolène Royal à d'autres constructeurs de voitures électriques, tous furent finalement placés en liquidation judiciaire. Nous avons pendant de longs mois demandé une interview à la ministre, sans succès. Elle est au prix de la Clio, grâce au bonus écologique. Et alors, elle marche super bien. Elle est fabriquée en France. La voiture électrique, l'avenir de la France. Hein? Voilà, on a fait un beau truc là. C'est bien, ça fait de la publicité pour Renault. Pour Renault et pour les autres constructeurs. En infatigable avocat de la voiture électrique, Arnaud Montebourg promettait encore en mars dernier des économies substantielles aux futurs acheteurs. Alors pour le vérifier, nous avons poussé les portes d'un concessionnaire Renault en caméra cachée. Bonjour, une voiture. Neuf ou d'occasion. Moi j'avais pensé soit une Twingo, soit même à une Twizy ou une Zoé en électrique. Je me mets pas sur l'électrique parce que ça me branche, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est rentable ou pas, et le coût aussi. Contrairement aux autres constructeurs, la marque Losange a fait le choix de vendre ses voitures électriques au même prix que ses voitures thermiques. Pour une Zoé de base, il faut débourser autour de 22 000 €, un prix élevé, mais avec le bonus écologique, le coût réel n'est que d'un peu plus de 15 000 €. A priori, une bonne affaire pour le consommateur. Mais surprise, le vendeur qui nous conseille n'est pas franchement du même avis. Le revers, c'est quasiment super qu'une voiture pareille. Parce que quand vous achetez le véhicule, vous louez les batteries, vous n'êtes pas par territoire. Vous avez un loyer tous les mois. 60 km, tout seul, vous coûte entre 80 et 100 € par mois. Ah, quand même? Ah oui, monsieur. C'est pour ça que je vous dis que malgré tout, quand vous regardez, vous achetez une voiture thermique qui est sensiblement au même tarif, puisque le PC ça quand même. Ouais. Vous prenez une Clio 4 par exemple. La même chose en diesel, vous allez mettre quasiment en carburant, sensiblement la même chose. Ah bon? Oui, je crois que c'est sur la chaîne dans le 2, je l'ai fait le calcul. Quand j'étais en formation, je posé la question, on avait posé la question. Ce vendeur est d'une franchise rare. Et au fil de notre discussion, il va même enfoncer un peu plus le clou. Déjà, alors après, il aurait une autonomie aussi importante qu'une thermique, je pense qu'on en vendrait. Même si le coût de revient serait aussi important qu'une thermique. Sauf que là, vous êtes super limité et vous avez un taux de recherche qui est énorme. Franchement, Renault vous tape sur les doigts comme quoi on fait un vidéo. Mais à un moment donné, si le produit en face ne correspond pas aux besoins et vous attendez des clients. Villers-Saint-Frambourg, dans l'Oise. Patrick Clérin fait partie de ses clients mécontents. Ce navigant commercial pour une compagnie aérienne a été l'un des premiers acquéreurs de la voiture électrique Zoé. Maintenant là. Ouais. Il y a un espèce de... C'est le frein pour recharger? Alors c'est un bruit artificiel extérieur qu'ils ont mis en place pour ne pas surprendre vélos et piétons et qui se déclenche en dessous des 30 km/h. Mais quand Patrick regarde dans son rétroviseur, moins d'un an après son achat, le bilan de son aventure électrique est plus que mitigé. J'ai acheté cette voiture d'abord par conviction personnelle pour défendre une noble cause. Au fur et à mesure de l'utilisation, avec un peu de recul, on a quelques contraintes. Donc en hiver, il faut compter quand même 10-15% d'autonomie en moins. C'est les effets du froid sur la batterie. On a un chauffage en règle générale qui est relativement peu performant. Et lorsqu'on le pousse, de cause à effet, forcément, on fait également chuter l'autonomie de la batterie. Donc c'est des éléments que j'ai découverts à l'usage. On n'en avait pas parlé, on l'avait pas abordé. Donc c'est des mauvaises surprises. Et aujourd'hui, pour Patrick, le compte n'y est plus. Donc là, je la branche plus parce que je suis sur le point de revendre mon véhicule. Donc la boîte de recharge, la box est maintenant dans mon coffre puisque je vais revendre la box avec le véhicule. Moi, je n'en ai évidemment plus utilité. Pour vendre sa voiture, Patrick a pris contact avec une filiale du groupe Renault qui gère la location de la batterie de sa Zoé.
C'est alors qu'il a découvert, écrit en tout petit sur son contrat, les conditions de résiliation. Si je mets fin à mon contrat de location de batterie avant les 1 an d'âge du véhicule, je m'expose à une pénalité. Alors, restitution anticipée avant les 12 mois de location. Suivant le cas, hein, donc là, il y a un petit schéma qui est à peu près incompréhensible. I égale LT fois 0,38 fois DA divisé par DC moins 4. Voilà, donc ça correspond à un logiciel informatique qui a permis à la personne à laquelle j'ai eu affaire au téléphone de me dire que je devrais 795 €. Donc ça, là, on est dans le cas de la restitution anticipée avant les 12 mois de location. Payer pour vendre sa propre voiture, il y a de quoi être surpris. D'autant que Renault ne subit aucune perte avec cette rupture de contrat, puisque le futur acquéreur de la voiture de Patrick devra lui aussi louer la batterie. Le fait d'être pénalisé parce qu'on vend un véhicule dont on est propriétaire, j'ai pas d'autres exemples en tête, c'est une première. C'est une atteinte à ma liberté, je suis propriétaire d'un véhicule et je dois pas me faire pénaliser si je le revends avant 12 mois. Dans cette affaire, j'ai l'impression de faire partie des premiers acquéreurs et d'être pris pour un pigeon, pour parler très clairement. Des consommateurs déçus du manque d'autonomie des voitures électriques et des offres commerciales des constructeurs, d'autres ravis des sensations de conduite et de ne plus avoir à passer à la pompe. Pour nous faire notre propre opinion, nous décidons de tester nous-mêmes une voiture électrique. Après la pub, vous verrez que rouler en voiture électrique peut se révéler un véritable parcours du combattant. Preuve en images. À tout de suite. Vous êtes toujours dans ce dossier d'été, on parle des voitures électriques avec cette question, sont-elles vraiment plus écologiques ? En Belgique, il y a environ 5000 véhicules électriques, c'est peu par rapport aux 5 millions de voitures classiques en circulation. Et si l'électrique ne branche pas forcément les Belges, c'est peut-être à cause du manque de bornes de rechargement. L'année dernière, une application qui répertorie les bornes de chargement en Belgique en comptait à peine 1 millier contre 3000 stations-service actuellement dans le pays. Sans compter que d'après une étude de Test-Achat, l'autonomie réelle des voitures électriques atteint à peine 60% de l'autonomie annoncée. Bref, rouler en voiture électrique peut devenir le parcours du combattant et c'est d'ailleurs le constat de nos voisins français qui ont fait un test grandeur nature. Cathédrale Notre-Dame de Paris. Le cœur de la capitale, à plus d'un titre. Nous sommes au point zéro, là où commencent toutes les routes de France. Pour tester l'autonomie des voitures électriques, nous avons décidé d'en louer une et de nous rendre à Honfleur, une destination située à 200 km, une distance que peut normalement parcourir une voiture électrique. Nous allons voir comment on fait pour y arriver et combien de temps ça va nous prendre. Première surprise, à notre départ, la voiture, chargée à 100%, nous indique une autonomie de seulement 150 km. Et on va faire en sorte d'activer tous les systèmes d'économie de batterie de la voiture pour avoir une autonomie la plus importante possible. Donc là, je suis en mode B Eco, on ne peut pas faire mieux sur cette voiture. Au milieu du trafic parisien, pas de problème. Notre autonomie décroît normalement. Mais à peine rentré sur l'autoroute, la situation change soudainement. J'avais 150 km d'autonomie quand je suis parti. On en a fait une trentaine. Et là, la voiture m'indique que je vais être capable d'en faire encore 91. Ce qui s'est passé, c'est que depuis que je suis arrivé sur l'autoroute, l'autonomie n'a pas arrêté de chuter. Sur autoroute, pas de feu ou de stop, donc impossible de recharger la batterie grâce aux phases de freinage. Du coup, même en ne roulant qu'à 100 km/h, l'autonomie diminue en un temps éclair. Et si en France, le réseau autoroutier compte plus de 12 000 stations-service, il n'offre quasiment aucune borne de recharge électrique. Cherchez l'erreur. 30 minutes plus tard, nous commençons dangereusement à frôler notre limite d'autonomie. Un plan de bataille s'impose.
Là, je cherche sur une application qui recense les bornes de recharge, laquelle est la plus proche. Il me reste environ 50 km d'autonomie. J'ai un endroit qui peut me permettre de recharger, mais il est en gros à 50 km, donc où je le tente et j'ai une chance de tomber en panne sur le chemin, ça me tente moyennement. Ou sinon, je reviens un tout petit peu en arrière et il y a un concessionnaire de la marque de la voiture qui, lui, normalement, a des charges rapides, ou du moins accélérées, et ça me permettra de recharger pour aller plus loin. Donc je pense qu'on va revenir un tout petit peu en arrière. Grâce à la borne du concessionnaire, nous pourrons a priori charger 80% de la batterie en 1h30. Un peu long, mais c'est toujours mieux que les 10 heures qu'il faudrait avec une prise domestique classique. Il est midi, nous reprenons notre périple. Une fois sortis de l'autoroute, nous décidons pour plus de sûreté d'appeler le concessionnaire. Bonjour monsieur, je vous appelle, j'ai une de vos voitures, une Leaf, une électrique. J'aurais voulu me recharger chez vous. On n'a pas de borne de recharge pour Leaf pour la clientèle. On a une seule en fait, mais elle est réservée à notre voiture à nous. Du coup, je fais comment pour... Il y a des bornes sur le parking de Auchan. Nous n'avons pas le choix, direction le centre commercial. Interdiction de filmer ici, nous tournons aux caméras discrètes. Sur le parking, nous trouvons enfin une borne rapide en service. Mais là, surprise. Et il faut un badge. Les pancartes d'information indiquent que des badges sont à disposition à l'accueil. Nous tentons notre chance. Vous avez une borne de recharge rapide pour véhicules électriques sur le parking. Et il est dit qu'on doit venir vous voir pour vous demander des cartes pour les faire fonctionner. Il n'y en a plus. Il faut aller sur Internet. Sur Internet, ils vont pas me la livrer pour que je me branche chez vous. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun moyen, même manuel, de lancer le truc. D'accord. Notre seul espoir, recharger chez le concessionnaire, situé à 2 km, mais après sa pause déjeuner. La farce commence à avoir un goût amer, la tension commence à monter. C'est à ce moment qu'une alarme retentit dans la voiture. Le voyant qui vient de s'allumer en disant que vous êtes en dessous des 30 km d'autonomie. Urgence, se recharger. J'aimerais bien me recharger, mais il faut juste que je trouve un endroit où je puisse, quoi. Bonjour. Je viens vous voir, j'ai ma Nissan, la Leaf, que j'ai besoin de recharger. D'accord. Moi j'ai un câble... Elle est équipée du chargeur 6 kW, du chargeur embarqué ou pas? Bah oui, bien. Couleur du câble, noir. Noir. Vous venez avec moi? On va voir. Normalement, il n'est pas noir. S'il est noir, vous me parlez du chargeur, effectivement, il va pour un hôtel. Ça, c'est le chargeur qui est autonome. Ça, c'est le chargeur 12 heures. Ouais, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce qu'on m'a donné. Pour pouvoir se connecter à la borne du concessionnaire, il faut un autre câble, en option sur la voiture. Coût 350 €. Heureusement pour nous, le représentant de la marque dispose de cartes pour activer la borne de recharge gratuite du supermarché. Une fois enregistrés, nous sommes fin prêts, ou presque. Je vous la donne. Il faut que j'enregistre un numéro de carte bancaire pour le créditer de 20 €. Pour pouvoir utiliser la carte. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est gratuit mais c'est payant. Écoutez, merci beaucoup. Il est 17 h, il nous reste seulement 24 km d'autonomie. Nous présentons le badge à la borne. En vérité, je dois patienter. Au bout de 5 minutes, nous demandons l'aide d'agents de maintenance du site. Malgré leurs efforts, il faut se rendre à l'évidence, la borne vient de tomber en panne. Et nous n'avons plus assez d'autonomie pour rejoindre une autre borne accélérée. Nous finissons par appeler le service d'assistance du constructeur. En dernière option, il nous offre les services d'une dépanneuse. Bye bye Honfleur. En 7 heures, nous n'avons pu faire que 100 km. Chez Renault-Nissan, pourtant, on a surtravaillé sur une augmentation de l'autonomie de ces véhicules. Notre objectif, c'est bien évidemment
d'augmenter l'autonomie, non pas pour conquérir les clients qui aujourd'hui rationnellement peuvent être conquis, en revanche pour aller chercher un certain nombre d'autres clients qui sont plus sur un champ émotionnel et qui ont plus de, on va dire, de peur ou de projection négative vis-à-vis d'une autonomie plus faible. Durant notre test, notre principal problème a été de trouver une borne de recharge. Leur implantation reste indéniablement un point faible pour les utilisateurs de voitures électriques. Aujourd'hui, il n'y en a que 8000 en service en France. Leur développement sur l'ensemble du territoire est en cours, mais il soulève bien des difficultés. Jars-sur-Mer, près des Sables-d'Olonne. En Vendée, l'installation des premières bornes publiques est pilotée par cet homme, François Durand. Ce matin, il a rendez-vous avec Madame le maire et son adjoint. Objectif, déterminer le lieu d'implantation de la première borne de la commune. Donc ça, c'est la gendarmerie? Police municipale. Ça fait les deux en fait. D'accord. L'emplacement d'une borne publique ne doit rien au hasard. Il faut que la place soit facilement repérable par les conducteurs, mais il y a un autre élément à prendre en compte. C'est pas mal là. Et là, bon, vous êtes à 2 pas de la rue, de la rue commerçante et du marché éventuellement en traversant la petite ruelle. Le premier critère d'implantation, c'est quand même, on l'a dit tout à l'heure, il faudra laisser du temps pour recharger le véhicule. Donc il faut du commerce autour, il faut qu'on soit dans un endroit où le propriétaire du véhicule puisse s'occuper. Il va au tabac, voir son journal, prendre son café. Je crois que c'est la partie la plus importante. Installer une borne de recharge publique coûte cher, environ 10 000 €, une dépense financée à 50% par l'État. Mais s'il ne veut pas faire exploser les dépenses d'installation, François Durand doit implanter cette borne au plus près du réseau électrique de la ville. Le prix de l'installation, de l'investissement est impacté par la partie raccordement électrique. Si on reste dans un simple branchement, on se situe autour d'un coût de 1 000 €. Mais dès lors qu'il faut faire une extension de réseau, on peut tout de suite passer à 4 000 à 5 000 € minimum, voire 10 000 si on va très loin. À 100 mètres d'extension, par exemple, on passe tout de suite à un coût de 10 000 €. Ça va faire trop cher pour nous. François Durand compte installer 80 bornes de recharge cette année. Une opération essentielle pour lui. Le fait est, aujourd'hui, les véhicules existent, sont commercialisés. Par contre, on voit qu'ils ont quand même une peine à passer à un stade supérieur en termes de vente. Et aujourd'hui, beaucoup pensent, et nous les premiers d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est lancé, que l'idée de mettre des bornes qui vont rassurer les propriétaires va amener plus potentiellement de gens à acheter des véhicules. Voici les bornes qu'installe le département. Des points de recharge, comme celui-ci, capables de faire le plein de manière lente, en 8 heures, ou accélérée, en 1h30. Mais alors que les conducteurs espèrent tous voir émerger des bornes de recharge rapides, aujourd'hui la Vendée n'en a installé que 3. En cause, le réseau d'électricité français. Alors demain, si on implantait uniquement des bornes rapides, le réseau ne serait pas capable de supporter la charge sans des travaux assez conséquents. Le réseau est dimensionné pour des puissances actuelles, avec une évolution bien sûr, mais il n'est pas dimensionné pour une consommation 20 fois plus importante sur un laps de temps très court. Ça nécessiterait des infrastructures énormes, des coûts gigantesques, pour peu de choses finalement, et pour un temps très très court. Mais la recharge rapide n'est pas le seul problème, car la France connaît régulièrement des pointes de consommation d'électricité. Quand il fait froid, il faut se chauffer. Et quand il fait très chaud, il faut se rafraîchir. Pour faire face à la demande, il n'existe aujourd'hui que 2 solutions peu écologiques. Augmenter la production d'électricité grâce à des centrales de secours au fioul, au gaz ou au charbon. Ou importer de l'électricité auprès de nos voisins comme l'Allemagne. Problème, outre-Rhin, près de 50% de l'énergie est produite par des usines au charbon. Alors l'arrivée des voitures soi-disant vertes n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est un peu un problème sans fin, non? Ah oui. C'est vrai, pour l'instant on tourne un petit peu en rond sur ce sujet, mais bon, ça peut évoluer quand même, parce que on se rend compte quand même que sur un sujet comme celui-là, finalement, le nucléaire, il se retrouve, bon, d'une certaine façon, utile, et en termes d'environnement,
Ça va. Malgré ces problématiques, certaines grandes villes de France se laissent petit à petit séduire par la voiture électrique, par le biais de services tels celui de Vincent Bolloré. Avec son Autolib, aujourd'hui présente à Paris, Lyon et Bordeaux, le groupe Bolloré a démocratisé la voiture électrique et lui a permis de conquérir le cœur des citadins. Aujourd'hui, cette offre règle bien des problèmes, à commencer par le stationnement. C'est pas fait pour les voitures, Paris, en fait. Ils font tout pour empêcher les automobilistes d'aller bien, en fait. Et donc, c'est mieux l'Autolib. Vraiment, franchement, je reviendrai jamais en arrière. Ça coûte moins cher, il n'y a pas d'amende. C'est vraiment bien. J'ai juste pas envie de me retrouver ensardinée dans un wagon de métro. Donc l'Autolib, c'est sale, mais au moins, je suis toute seule dans la voiture. Ce que j'aime bien, moi, c'est le côté un peu ludique de la voiture électrique. J'ai l'impression d'être un peu dans un jeu vidéo, parfois. Je reste très prudent, je mets ma ceinture, mais il y a un côté très marrant à conduire une voiture électrique en milieu urbain. Un véhicule ludique qui ne vous appartient pas, l'idéal pour casser son jouet sans trop de scrupules. Nous sommes au garage des Autolib, à Paris. Dans cet immense atelier, 27 mécaniciens travaillent nuit et jour pour réparer les dégâts des conducteurs indélicats. Et là, voilà. Un choc latéral assez fort. Donc là, déclaration de sinistre, dossier d'assurance. Alors là, il y a un gros choc avant, oui. Une fois que les longerons sont pliés, au niveau de la structure. Voilà. Donc là, ensuite, je prends une photo générale du moteur. Tous les capots ouverts, c'est à faire. On a beaucoup de travail, oui, 50 voitures par jour, minimum. 50 voitures par jour. Une cadence infernale qui, selon le responsable du garage, serait impossible à tenir avec des voitures thermiques. Tu la changes juste pour... Il n'y a pas de trace de choc ni rien. Un moteur électrique, c'est facilement 1 million de kilomètres sans avoir de panne. Il n'y a pas de charbon, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de vidange. On n'a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas d'embrayage. Vous n'avez pas de pôle échappement. Donc tout ça fait que l'entretien global de la voiture électrique est quand même beaucoup plus simple qu'une voiture thermique. Je dirais que nos interventions, c'est plus la conduite des Parisiens qui fait qu'on est obligé d'intervenir. Ah, c'est parisien. Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Ici, ce ne sont pas les conducteurs qui sont les ennemis d'Autolib, mais plutôt un piéton. Stéphane Lhomme est président de l'Observatoire du nucléaire. Et il est dévoré par une passion, un brin étrange, débrancher toutes les voitures électriques qui ont le malheur de croiser sa route. Comment vous débranchez ces voitures ? Bien, ces voitures ne sont absolument pas écologiques. Ces voitures électriques doivent toujours rester branchées, même lorsque les batteries sont pleines, parce que autrement, elles se vident et à ce moment-là, la voiture ne peut plus démarrer. Et donc, on a une consommation perpétuelle d'électricité, même quand la batterie est pleine. Depuis plusieurs mois, ce lanceur d'alerte est devenu le cauchemar des constructeurs automobiles. Il a poursuivi les industriels pour leur communication à propos de leurs voitures électriques devant le jury de déontologie publicitaire. Donc là, c'est la procédure que j'ai faite contre l'Opel Ampera, voiture électrique. Et donc, on voit la publicité que j'ai attaquée pour cette voiture, publicité qui disait que parce que ces sources sont diverses, propres et renouvelables, l'électricité représente l'énergie automobile de demain. Le problème, c'est qu'en France, les voitures électriques sont rechargées au nucléaire principalement, et donc ce n'est ni propre ni renouvelable. Et donc cette publicité était trompeuse, mensongère, je l'ai attaquée, et ils ont été obligés de la modifier. Renault avec sa gamme ZE, Nissan avec son modèle la Leaf, et le groupe Bolloré, tous ces constructeurs ont été condamnés à la suite de l'action de Stéphane Lhomme. La pollution des voitures thermiques ou à essence va être déplacée si on met plein de voitures électriques dans les centres-villes. Effectivement, on va mieux respirer, mais c'est de la délocalisation de pollution. Et donc finalement, on peut dire que la voiture électrique va permettre à des urbains privilégiés d'assainir leur air au détriment de populations près des centrales nucléaires ou des centrales qui produisent de l'électricité pour les voitures électriques. Si les constructeurs vendent souvent leurs voitures électriques sous le label zéro émission,
car aucun rejet n'émane directement de ces véhicules. Il faut pourtant bien produire l'électricité nécessaire à leur fonctionnement. Et c'est là que tout se complique. En France, 75% de l'électricité est produite par des centrales nucléaires, une technologie qui émet peu de CO2. Malgré tout, une voiture électrique française émet encore indirectement et en moyenne, au cours de sa vie, 66 grammes de CO2 par kilomètre. A l'inverse, en Allemagne, près de la moitié de l'électricité provient de centrales au charbon, la pire source d'énergie possible en termes de rejet de CO2. Là-bas, un véhicule électrique émet donc indirectement 154 grammes de CO2 par kilomètre. Avec 15% de voitures électriques en France, il faudrait, selon les scénarios, l'équivalent de 5 à 15 réacteurs nucléaires en plus pour les alimenter. En Allemagne, entre 5 et 20 centrales au charbon supplémentaires seraient nécessaires. En clair, sans une production électrique issue des énergies renouvelables, la voiture verte fait grise mine. Et la pollution générée par les voitures électriques n'est pas qu'une pollution au CO2. On se retrouve juste après la pub et vous verrez l'envers du décor des voitures vertes. Et on est bien loin d'un paradis écologique. A tout de suite. Merci d'être avec nous pour la dernière partie de ce dossier d'été. Une question se pose, les voitures électriques sont-elles vraiment plus écologiques ? En Belgique, à peine 0,5% des voitures neuves immatriculées en 2017 étaient électriques. Et pourtant, la Wallonie a annoncé la fin du diesel pour 2030. Du coup, la voiture électrique est-elle la réponse écologique à la pollution des transports ? En tout cas, leur batterie au lithium pose question. L'extraction de ce minerai dans des zones protégées a des conséquences écologiques désastreuses. Regardez. Usine de recyclage de la SNAM, près de Lyon. Ici, on traite et recycle 100 tonnes de batteries de voitures électriques par an. Une opération hautement sensible, le site est classé Céveso 2. Pourquoi vous mettez un masque là ? On met un masque pour éviter de pouvoir respirer certaines particules type métaux lourds ou gaz. Ils ont quelle incidence potentiellement sur la santé, cela, pour vous ? Le cadmium notamment est un cancérigène mutagène, reprogène en niveau 2. Effectivement, le port du masque dans ces conditions semble plutôt une bonne idée. Risque d'inhalation de produits dangereux pour les salariés, mais aussi risque de choc électrique violent, car ces batteries, démontées à la main, déchargent 100% de leur énergie d'un seul coup. Cette opération réalisée par une personne lambda et sans les protections qui se trouvent sous les pieds de l'opérateur, qui se trouvent sur la table de démontage, qui sont des isolants, pourrait devenir risqué d'un point de vue électrique. Une fois les précautions d'usage prises, le recyclage des centaines de cellules qui composent la batterie peut commencer. Donc ce que nous verrons sortir ici, ça va être l'intérieur de la batterie, vraiment la partie active. Et si vous avez le cœur de la batterie, c'est grâce à ce millefeuille que finalement vous arrivez à produire de l'énergie. Après avoir été incinérés, les différents éléments sont broyés et séparés par cette machine, au secret de fonctionnement bien gardé. En fin de traitement, la partie active des batteries ne forme plus qu'un amas de poussière noire. Donc ici nous avons la masse active des batteries qui viennent d'être récupérées. Donc c'est ici dedans que vous retrouverez le cobalt ainsi que les autres éléments tels que le lithium, les terres rares, le manganèse et le nickel. Aujourd'hui le lithium n'est pas encore réutilisé pour refaire des batteries dans cet état. Et la raison n'est pas technique, mais purement économique. Le coût aujourd'hui d'extraction et d'affinage du lithium est beaucoup plus abordable que le lithium issu du recyclage des batteries. Alors pour approvisionner les constructeurs de batteries en lithium, une seule solution aujourd'hui, l'extraction à l'autre bout de la planète. Désert d'Atacama, au nord du Chili. Ici, la ressource principale, ce n'est pas le vent, mais le lithium. À 2500 mètres d'altitude, cette zone semi-aride renferme une des plus grosses sources du précieux minerai. Le nouvel Eldorado des constructeurs de batteries.
Cette zone asséchée compte aussi des lagunes d'une rare beauté. Une destination touristique très prisée des amoureux de la nature. Bonjour, bonjour. À la Balti, à la Balti. À la Balti, ça veut dire bienvenue dans le Kulsa, la langue de nos ancêtres du désert d'Atacama. Adela est guide depuis 8 ans. Elle fait découvrir aux touristes du monde entier les oiseaux présents dans la lagune, à commencer par le plus emblématique, le flamant rose. Ici, dans cette lagune, on a beaucoup de flamants roses. On a 3 espèces. On a le flamant andin, le flamant chilien et le flamant James. Mais les jours de ces oiseaux sont peut-être comptés. Car depuis qu'elle travaille comme guide, Adela a vu l'écosystème de la lagune se transformer radicalement et le nombre de flamants roses divisé par 2. Ces lagunes étaient plus profondes avant et maintenant elles ont diminué. Tout ça nous inquiète beaucoup parce qu'on essaie de préserver cette réserve. Dans le désert le plus aride du monde, l'eau est une ressource vitale. Une eau au cœur de toutes les convoitises. Premier consommateur, les mines de cuivre ou de lithium nécessaires à la fabrication des batteries de voitures électriques. Nous sommes chez Rockwood Lithium, deuxième producteur de la région. Ici, pas de mine à proprement parler, pas de galeries à creuser, mais de gigantesques bassins artificiels à perte de vue. C'est là que se concentre l'or liquide du Chili, la saumure, une eau fortement chargée en lithium. Hernán Cáceres Egaña dirige les opérations du site. S'il conduit un 4x4 gourmand en essence, il n'a qu'une chose en tête, la voiture électrique. Notre production dans le futur est orientée vers le marché automobile des batteries de voitures électriques. Et ça, c'est l'objectif que nous nous donnons pour les 15 années à venir. Monsieur le directeur est optimiste, mais à raison de 5 kg de lithium par batterie de voiture électrique, si le marché décolle, la demande en or blanc explosera. Alors pour recueillir le minerai si convoité, l'entreprise a installé près d'une vingtaine de pompes à différents endroits du site. Objectif, aspirer la saumure. Chaque année, l'entreprise en extrait 4 millions de mètres cubes. Là, on est au point d'arrivée d'un des puits. Vous voyez ici, c'est de la saumure naturelle. Cette saumure, il y a 30 secondes, était encore au cœur du désert. Et là, elle commence son processus pour pouvoir évaporer dans ses piscines l'eau excédentaire et décanter les sels minéraux pour concentrer la saumure en lithium. Au final, il faudra l'équivalent de 2 tonnes du précieux liquide pour extraire le lithium nécessaire à la fabrication d'une seule batterie. Je suis convaincu que notre niveau d'extraction de saumure dans le bassin ne provoque aucun impact néfaste pour l'environnement. J'en suis sûr. Si c'était le cas, nous serions les premiers à faire marche arrière et nous arrêterions les activités de production immédiatement. Mais si Hernán Cáceres Egaña se veut rassurant, tout le monde n'est pas franchement du même avis. Péné, à 30 km de là. Un petit village d'à peine 400 habitants qui vit en grande partie de l'élevage et de l'activité minière. Aujourd'hui, la communauté reçoit la visite de Georges Vergara, consultant pour la branche agriculture de l'ONU. Bonjour, comment ça va? Bien, bien. Tout va bien? Ce matin, Georges a rendez-vous avec Sarah et Vicente, 2 représentants de la communauté. Depuis 4 mois, ce spécialiste dans la gestion de l'eau et des sols a été mandaté par le village pour déterminer les conséquences environnementales de l'exploitation du lithium. Ensemble, ils vont inspecter la vallée du Tiro Pozo, située à 30 km de la mine.
Regardez, ces taches sans végétation, c'est des endroits où il y avait des bosquets et tout a disparu. Nous avons constaté la diminution de la superficie de la vallée depuis 1979. Et ceci coïncide avec l'exploitation de l'eau pour les entreprises minières qui exploitent le lithium. C'est entre 20 et 40% de diminution qu'on constate depuis 1979. Plus loin, Georges tient à nous montrer l'un des nombreux puits d'extraction de saumure, source selon lui de la dégradation de l'environnement. Face au développement des voitures électriques, Sarah, la villageoise, sait que la sauvegarde du territoire de son peuple, implanté ici depuis 9000 ans, est un combat presque perdu d'avance. Mon sentiment, c'est qu'un jour ici, ce sera tout sec. Il n'y aura plus de vie. Il n'y aura plus de vallée où venir faire paître les animaux. Ce qui restera, c'est la vallée asséchée. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? De quoi va-t-on vivre? Pour le scientifique, il est temps de prendre conscience des risques que fait peser le développement des voitures électriques. Je crois que les hommes politiques et les industriels ne regardent pas ce qui se passe localement pour atteindre ce but de l'énergie dite propre. Le lithium peut aider au niveau global, mais cela a des coûts locaux. Pene et ses habitants sont les premières victimes du développement de la voiture électrique. D'autres sont à craindre, et en bien plus grand nombre. Car l'avenir de la voiture électrique se joue désormais en Chine. Pour limiter la pollution de l'air, les autorités misent fortement sur cette technologie. Mais aujourd'hui, plus de 66% de l'électricité chinoise provient de centrales au charbon. Le miracle de la voiture verte n'est pas encore pour demain. Fin de ce dossier d'été consacré aux voitures électriques. Selon une étude de la VUB, même si elle n'est pas 100% verte, la voiture électrique entraînerait toujours moins d'émissions de CO2 qu'une voiture diesel. Jusqu'à 65% d'émissions en moins, précisément. C'est déjà ça, d'autant plus que d'ici 2020, plus de 3500 bornes de recharge seront installées en Belgique. Demain, on parlera de la star des fruits secs, l'amande. Belle soirée à tous.